Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance ? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Dans cet épisode, je suis allé boire un café avec l'immense écrivain algérien Yasmina Khadra. Quand on est en train de lire, on est en train de se découvrir, de se restituer à soi. On croit suivre la vie d'un personnage, mais en réalité, on est en quête névrotique de soi-même. Difficile de résumer le parcours hors du commun de mon invité. Yasmina Khadra, c'est le pseudonyme de Mohamed Moulay Séoul, l'un des écrivains les plus importants du continent africain depuis plus de 30 ans. Morituri, Les hirondelles de Kaboul, L'attentat, Ce que le jour doit à la nuit, La dernière nuit du Raïs, ces romans qui ont fait le tour du monde, sont l'œuvre d'un homme qui s'est longtemps battu pour assouvir sa passion de la littérature. Contre le destin, puisqu'à l'âge de 9 ans, son père décida de l'envoyer à l'école militaire pour épouser la même carrière que lui. Contre sa hiérarchie qui, pendant ses années dans l'armée, verra d'un mauvais œil son penchant pour l'écriture. Contre les préjugés aussi, lorsqu'il révélera en 2001 qui est l'homme qui se cache derrière son pseudonyme, composé en réalité des deux prénoms de son épouse. Quelques mois après Ralil, un roman qui plongeait le lecteur dans la tête des terroristes du 13 novembre 2015, Yasmina Khadra revient sur son continent d'origine avec L'outrage fait à Sarah Iker, qui vient de paraître aux éditions Julliard. Nous ne sommes pas en Algérie, mais au Maroc, à Tanger plus précisément, où le lieutenant Driss Iker, fou de douleur, enquête sur l'agression sexuelle dont a été victime sa femme Sarah. En épousant les codes du polar, Yasmina Khadra explore les secrets d'une cité qui fascine depuis des siècles. Et il ausculte la crise d'un couple, tout en interrogeant la place de la femme dans le monde arabe en 2019. C'est dans un bistrot parisien, à 2 pas de la Porte-Maillot où il réside depuis plusieurs années, que j'ai retrouvé l'écrivain par une après-midi pluvieuse de juin, quelques jours avant qu'il retourne séjourner pour quelques semaines en Algérie. Yasmina Khadra, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, oui, avec cette grisaille qui menace mon imaginaire. C'est vrai ? Oui. Je ne supporte pas la grisaille. Pourtant, il ne fallait pas venir habiter à Paris alors. Ce sont les alliés de la vie. On ne peut rien faire contre son propre destin. C'est vrai que vous êtes ici depuis combien d'années ? À Paris ? Ouais. Depuis 9 ans. Depuis 9 ans, oui. Et ça vous plaît ? Écoutez, moi je suis tout le temps, je me réfugie constamment dans mes livres, donc je n'ai pas le temps de lever la tête et de regarder autour de moi, sauf lorsque je suis interpellé dans la rue. Mais voilà, j'essaye de vivre dans cette ville. Vous essayez, ça veut dire que c'est pas toujours simple ? Non, c'est pas simple du tout. Moi j'ai besoin du soleil, j'ai besoin aussi de mes amis, j'ai besoin d'avoir quand même des repères assez stable, mais ce sont des choses que je n'ai pas ici à Paris. Je n'ai pas d'endroit propre à moi, je n'ai pas de mes petites habitudes, à part mes habitudes casanières, quoi. Et pourtant, pour cet entretien, vous avez choisi un café où vous aimez bien venir. Oui, je ne trahis pas de secret. Non, c'est le Tabac des Ternes, c'est un peu mon quartier général, c'est le lieu de tous mes rendez-vous. Tous les journalistes et tous les écrivains qui souhaitent me rencontrer, je les rencontre ici. Donc les auditeurs qui voudront rencontrer Yasmina Khadra devront venir au 108 avenue des Ternes. Beaucoup le savent. C'est vrai. Beaucoup le savent. Et quelquefois, il y a des Algériens de passage qui viennent ici au Palais des Congrès et qui viennent jeter un coup d'œil. Pour voir si vous n'êtes pas dans le coin. Ouais. Ça arrive souvent ? Oui, ça arrive souvent, oui. Ah, c'est drôle, c'est un petit peu, voilà, c'est votre repère, votre quartier général. Ouais. Alors, Yasmina, votre dernier roman s'appelle L'outrage fait à Sarah Iker. C'est le début d'une trilogie. C'est un polar, c'est un roman étonnamment dans l'actualité. Qu'est-ce qui vous a donné un peu l'idée, le point de départ ? Expliquez-nous. Le point de départ, ça a été Tanger. J'étais il y a quelques années au Salon du Livre. Et il y avait des dames qui m'avaient demandé d'écrire quelque chose pour leur ville. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'essaie d'écrire une trilogie consacrée à cette ville mythique que beaucoup de gens méconnaissent, mais qui a quand même une histoire assez enthousiasmante pour un écrivain.
L'épopée, la débâcle, la conquête, elle est tout, cette ville. Son port, c'est le vivier de tous les imaginaires. Donc moi j'essaie, parce que son histoire m'échappe, j'essaie quand même de l'inventer à travers mes textes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un roman sur une ville, et c'est à la fois donc un roman très urbain, où on se balade beaucoup d'un quartier à l'autre, et puis c'est un roman très intime, puisque c'est l'histoire d'un couple, hein, un couple qui on peut dire, quasiment détruit par un fait divers. Ouais. Il y a le lieutenant Driss Iker qui a retrouvé sa femme Sarah Agressée chez elle. Ouais. chez eux. Ça crée un séisme dans leur couple qui n'est pas forcément de l'ordre de celui qu'on pourrait imaginer vu de la France. En tout cas, c'est un roman qui, à travers cette agression, interroge la place des femmes dans la société. Oui, à quoi ça sert d'écrire un polar à l'occidental, avec un meurtre et je ne sais quoi. Oui, il me fallait un prétexte pour convoquer un petit peu notre époque au Maghreb. Comment est perçue la femme chez nous? D'ailleurs, c'est exactement la même femme d'il y a 5 ou 6 siècles. Hein. Et qu'est-ce que le couple au sein d'une communauté? Est-ce qu'il a droit à son intimité, à son intégrité? Est-ce qu'il a le droit à sa vie privée ou pas? Donc voilà, c'est un couple qui est en même temps une approche assez culturelle et sociologique de l'individu lui-même. Donc, et j'ai voulu écrire un roman qui s'articulerait autour d'une enquête conjugale. C'est ça. Voilà. Ça nous change un petit peu de toutes les caricatures. Oui, c'est ça. Sachant que le héros lui-même est policier, et c'est prétexte aussi à explorer un peu, ça, ce que vous avez toujours fait dans vos romans, c'est explorer un petit peu les rapports de hiérarchie dans l'administration, la police, la politique, les liens. Non, ça c'est un décor. Hein. C'est un décor parce que l'objet de mon livre, ce n'est pas de s'attaquer ou de dénoncer la corruption, elle est partout. Hein. Elle est partout la même, hein. Il ne faut pas se mentir. Mais ça fait partie des ingrédients inhérents à la recette du polar. Et il faut bien qu'il y ait de la corruption, des individus assez louches, des mystères, voilà, et pour créer les rebondissements nécessaires à l'attention du lecteur. Alors, votre roman, il répond en partie à une question que je pose à tous mes invités. Ce podcast, il s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Et beaucoup d'écrivains me disent « Oui, je suis d'accord, ça rend plus heureux parce que ça permet notamment de voyager et d'explorer la vie des autres. » Alors déjà, moi, si je vous dis juste comme ça, là, à brûle pour point, les gens qui lisent sont plus heureux, est-ce que vous êtes d'accord ? J'ai dit quelque part que la fiction me venge de l'affliction du réel. Donc pour moi c'est un refuge, le livre, oui. Et puis quand on est en train de lire, on est en train de se découvrir, de se restituer à soi. On croit suivre la vie d'un personnage, mais en réalité on est en quête névrotique de soi-même. Donc un personnage peut nous définir, nous situer par rapport à nos préjugés, à ce que nous croyons savoir, à ce que nous ignorons aussi. Donc pour moi la lecture c'est une espèce de réincarnation à travers la fiction. On se réinvente constamment. On s'instruit, on apprend des choses, on comble pas mal de lacunes et on espère quand même, nous réconcilier avec les coups bas de la vie. On trouve toujours plus malheureux que soi dans un livre, on trouve plus grand rêveur que soi et ça nous permet de nous situer par rapport aux uns et aux autres. Je crois que vous avez dit aussi que vous cherchiez en tant qu'écrivain à retrouver le plaisir que vous aviez vous en tant que lecteur, en tout cas le recréer. Oui, bien sûr, quand j'écris, je suis mon premier lecteur. Ouais. Donc je me découvre. Tout se construit sous mes yeux, tout se construit dans ma tête et je suis quelquefois même surpris par certains personnages, par des répliques. Le commissaire Loeb me faisait rire aux éclats et pourtant c'est moi qui suis en train de le créer. Il devient une personne à part entière. Il est tangible, il est audible, il est visible. Ce n'est pas seulement quelques articulations de police sur du papier, non, mais c'est au contraire, il y a une vie. Et pour moi, il y a deux sortes de livres. Il y a des livres qu'on lit
et des livres qu'on vit. Moi, j'essaie toujours d'écrire des livres que le lecteur puisse vivre. Par moment, vous êtes à la frontière entre les deux quand vous écrivez. Vous vous dites, tiens, ça, c'est pas un livre qu'on vit, c'est un livre qu'on lit. Il faut que je recommence, il faut que j'aille vers ce besoin de réalité, de réalisme. Non, depuis le départ, moi, je suis dans cette volonté de faire vivre un livre, de lui insuffler une âme. Donc, mon problème, c'est le problème de la langue. Moi, la langue française, je ne l'ai pas étudiée. Moi, je ne suis pas un académicien, je n'ai pas fait des études très poussées de la langue française. Je l'ai aimée, voilà. Et cet amour me prouve qu'on peut conquérir les espaces et tous les retranchements de cette langue. C'est magique. Voilà, donc l'essentiel pour moi, c'est écrire d'abord l'histoire, la finir, et après revenir sur le texte. Et le texte, c'est tout un travail. Le français, vous vous êtes senti à l'aise pour écrire dans cette langue vers quel âge ? À 14 ans. Ouais. 14 ans. Avant, j'écrivais surtout en arabe, j'écrivais des poèmes. Je voulais devenir poète. Et le français ne m'intéressait pas du tout, mais je lisais beaucoup en français. Oui. À l'époque, il n'y avait pas de livre pour enfants en arabe. Il y avait un seul livre, c'était Kalila Ouadimna, et tout le reste, c'était des livres écrits en français, destinés à la jeunesse et même aux enfants. Et puis d'un seul coup, grâce à un professeur de français, je me suis aperçu qu'il y avait aussi une magnificence dans la langue française, et j'ai commencé à m'intéresser à elle. Et hop, elle m'a adopté. Voilà, ça a été une superbe rencontre, une idylle fantastique. Voilà, Alors, moi, je suis curieux de savoir un peu comment votre parcours de lecteur s'est fait, sachant que vous avez eu une enfance un peu particulière, puisque vous êtes rentré à l'école militaire très, très jeune. À l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans. Quand on a 9 ans, qu'on se retrouve dans un univers comme ça, est-ce que les livres ont une place, ou est-ce qu'il faut se battre pour lire ? Les livres deviennent une nécessité absolue. On était enfants dans une école conçue pour les orphelins de la guerre de libération. Donc on était dans une forteresse médiévale avec des murailles assez hautes qui nous empêchaient même d'entendre le bruit de la ville, alors qu'on était au cœur même de cette ville, Tlemcen. Et il y avait les rassemblements, il y avait la routine, il y avait une espèce de formatage permanent, un dressage, on était en train de nous dresser. Et le seul moment où nous étions capables de redevenir des êtres sensibles, des êtres de chair et de sang, avec nos petits défauts, avec notre singularité, c'était en ouvrant un livre. Et tout le monde lisait à l'époque. C'était une échappatoire, c'était quelque chose qui nous permettait quand même de survivre à l'ambiance quasi carcérale de l'école militaire. Ouais. Il y avait des lectures autorisées, d'autres moins autorisées ? On lisait, oui, absolument. Il n'y avait que les livres qui portaient le tampon de l'école, et c'était les livres de la bibliothèque de l'école. On pouvait par exemple trouver le même livre ailleurs, et s'il n'a pas le tampon, il était interdit. Et il y a beaucoup d'histoires qui me sont arrivées de cette façon. Moi, quand je lis un livre dans la bibliothèque et qui me plaît, je sais qu'il ne m'appartient pas, il appartient à la bibliothèque, donc il est à la portée de n'importe quel élève. Donc j'achetais ce livre pour moi. Mais malheureusement, quand un caporal le surprenait dans mon cartable ou sous mon oreiller, c'était vraiment la sanction expéditive. Quel livre, par exemple ? Oh, il y en a par exemple Robinson Crusoe, Moby Dick, enfin tous les classiques. Moi, j'adorais ces livres-là. Ces livres-là, on n'avait pas le droit de les lire ? Non, quand ils sont à la bibliothèque, il n'y a pas de problème. Parce que l'encadrement était confié à des militaires qui étaient généralement des analphabètes. Ils ont des instructions. Ouais. Quand ils voient un cadet en train de lire, ils prennent ce livre, l'ouvrent et cherchent le tampon. S'il n'y a pas de tampon, c'est que ce livre est interdit. Donc, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, j'étais obligé d'accepter d'être sanctionné pour avoir pour moi des livres que j'ai préférés. Et justement, la lecture, c'est à un moment donné, c'est source de rébellion contre l'armée, contre la hiérarchie. Ça vous donne envie de critiquer ? La rébellion pour un enfant, c'est pas donné. Et quand cet enfant, il est encadré, il est suivi, il est sanctionné comme une personne adulte et tout, la rébellion devient presque quelque chose. En lui-même, en cette personne, ça devient un interdit. Donc on s'interdit de penser à se rebeller parce que ça nous exposait à tous les châtiments corporels et tout, et même des punitions psychologiques et tout. Donc non, le livre, c'était tout simplement une façon de reconquérir le monde qui nous a été confisqué.
Donc, on pouvait aussi espérer un monde meilleur, avec pas une cour scolaire toute grise, mais avec des prairies, avec des fleuves qui parcourent des contrées magiques, avec des personnages hauts en couleur. C'est comme ça. C'était le rêve provoqué par la lecture. Il nous fallait rêver. Parce que notre vie à nous, c'était un véritable cauchemar. Alors, est-ce qu'à un moment donné, alors après vous vous mettez à écrire, comme vous l'avez dit, surtout une grande partie de votre vie, vous écrivez tout en restant militaire. Ouais. Est-ce que ça, pendant longtemps, ça va être un combat permanent pour concilier les deux ou pour vous faire pouvoir écrire comme vous voulez? Ça a été une bataille farouche. Hein. C'était qui allait finalement réduire l'autre, néantiser l'autre. Ouais, moi à ce point-là, ouais. Oui, oui. D'abord, j'étais quelqu'un de très compétent en tant que militaire. Et la hiérarchie voulait que je me consacre exclusivement à ma carrière. Ouais. Et moi, je refusais de sacrifier ma vocation pour une carrière. Donc, je vivais dans un monde parallèle qui ne se rencontrait jamais. J'étais soldat quand ma mission l'exigeait. J'étais écrivain quand l'inspiration m'interpellait. Et j'ai vécu avec cette dualité le plus naturellement du monde. Je n'ai pas voulu... j'étais absolument certain que j'étais beaucoup plus fait pour la littérature que pour porter un casque. Et vous étiez quand même un bon militaire. Oui, j'étais très très bon. Ouais. Et c'est pas un problème en fait, c'est plutôt bien. Enfin, vous faisiez bien votre métier en fait. Oui, je faisais bien mon métier, mais la hiérarchie ne supportait pas d'avoir dans ses rangs un esprit... une anomalie. Moi, j'étais une anomalie. Voilà, et j'écrivais des livres, j'avais mon nom de temps en temps dans la presse algérienne, c'était pas normal. Hein. C'est pas normal. Et justement, parfois c'est source de convocation, de rappel à l'ordre, c'est tendu parfois. J'ai été surtout rappelé à l'ordre par les milieux littéraires parisiens, hein, pas par l'armée. Ah oui. Ah oui, ce sont les milieux littéraires parisiens qui m'interdisent d'avoir du talent. Mais l'armée, elle voulait tout simplement que je renonce à quelque chose qu'elle estimait être dérisoire, alors que j'avais toute une carrière devant moi. Et voilà, l'armée ne m'a jamais interdit d'écrire. Quand elle m'a soumis à un comité de censure pour tout simplement me rappeler que quelle que soit mon intelligence, j'étais toujours un subalterne et qu'il ne fallait pas que je me fasse des idées plus grosses et plus grandes que ma tête. C'est tout, mais les vrais problèmes que j'ai rencontrés, c'est surtout dans les milieux littéraires parisiens. Pourquoi? Parce qu'on ne vous accepte pas en tant que... On considère qu'un militaire algérien ne peut pas être un écrivain. Oui, ce sont des clichés. Des clichés, puis ce sont des prétextes qui consistent peut-être à atténuer l'inefficacité de certains écrivains à conquérir un lectorat. Et voir un militaire qui est traduit dans 56 pays, s'il vous plaît, qu'en 48 langues, ça leur paraît un peu bête ou je ne sais pas, un peu suspect, voilà. Ça leur paraît suspect et moi, je vis avec ça parce que l'armée m'a appris tout simplement à être moi-même malgré tout, à avancer contre vent et marée. Et voilà, le plus important pour moi, c'est le regard que porte sur moi mon lecteur. Et quand je suis, par exemple, lors des rencontres littéraires ou dans les salons du livre, quand mes lecteurs viennent me parler, je puise dans le regard la force, justement, qui transparaît clairement à travers mes textes. Alors quand même, pendant quelques années, vous avez avancé sous pseudo, avec un pseudo que vous continuez à porter. Ouais. Par curiosité, comme ça, à la maison, comment est-ce qu'on vous appelle ? On m'appelle Mohamed, mais le problème c'est qu'au téléphone, souvent on dit Yasmina Kadra et ma femme leur dit laquelle. Ah oui, c'est ça. C'est un petit problème même pour le courrier, à la limite, non? Non, mais vous savez, le pseudonyme c'est devenu juste, je crois que même, il est hors sujet. Hein. Oui. Il est hors sujet. Moi je l'ai choisi dans un moment très très difficile. Un moment où je n'étais pas tellement sûr de survivre à la guerre antiterroriste que je menais contre les GIA et l'AIS. Donc, il n'y avait pas de calcul, il n'y avait rien. Moi, j'étais absolument certain de mourir, hein, absolument. J'ai perdu mes proches collaborateurs, mes subordonnés, mes chefs, voilà. Et donc, tout ce que je voulais, c'était laisser quelque chose à mes enfants. Un témoignage, la trace d'un père qui s'est battu et pour quelle raison il s'est battu et contre qui il s'était battu. Alors, c'est tout, mais
le pseudonyme ne doit pas occulter ce qu'il y a sous la couverture. Hein. Mais c'est un moyen de protection, clairement. Oui, j'avais choisi ça parce que tout simplement, je ne voulais plus passer par le comité de censure que l'armée m'imposait. Il me fallait, comment dirais-je, extérioriser cette rage inventive qui était en moi, qui me devenait bourrative parce que je ne la supportais pas, cette rage. Moi, je voulais écrire, c'était le seul moment où j'étais moi, dans un monde qui n'était pas le mien, qui n'était pas naturellement conçu pour moi. Donc voilà, il me fallait un pseudonyme. J'ai commencé par un pseudonyme de commissaire Loeb et par la suite j'ai écrit aussi des articles dans la presse pour soutenir certains. Moi j'adorais rendre compte de mes lectures, donc j'utilisais souvent des pseudonymes pour vanter tel ou tel ouvrage en Algérie. Et par la suite, ça a été Yasmina Khadra et c'est parti comme ça. Hein. Comment ça s'est passé concrètement, la révélation de votre vrai nom et la fin du pseudo? C'était un peu contraint, c'était choisi, un peu un mélange des deux? Vous auriez rêvé écrire toute votre vie sans qu'on sache que c'était vous? Ah non, pas du tout. J'avais besoin de rejoindre ma famille, ma vraie famille, mon lectorat. C'était même triste pour moi d'être obligé de porter un pseudonyme alors que c'est toutes mes tripes qui sont dans mes textes. C'est comme s'il y avait un déni de soi pour permettre à une vocation d'exister. Et c'est un peu absurde. Comment peut-on permettre à une vocation d'exister quand celui qui est derrière ne doit figurer nulle part? C'est vraiment quelque chose, c'est une mutilation, une horreur. Mais je n'avais pas le choix, parce que ma vie ne m'appartenait pas. Moi, j'étais un soldat, un matricule, un nom sur un organigramme et point barre. Donc, je n'avais pas cette liberté qu'ont les écrivains, surtout les écrivains occidentaux, qui peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent en toute impunité. Et le garder pas liberté, mais en toute impunité. Alors, le garder aujourd'hui, ça a un sens? Pourquoi ne pas écrire sous votre vrai nom? Ah bon, vous pensez que... non. Yasmina Khadra, c'est des millions de lecteurs. Oui, hein, bien donc, sûr. Oui, c'est une marque, en quelque sorte. Non, c'est pas une marque, c'est un repère, c'est une référence littéraire. Je ne peux pas me permettre de... ce serait de l'ingratitude pour moi. Alors, ce pseudonyme qui m'a permis d'être connu, aujourd'hui, il me pèse, il va falloir que je recouvre mon identité, mais mon ADN est dans mes textes. Même mon nom ne veut rien dire. L'écrivain n'est que dans son texte. Ailleurs, il est quelqu'un d'autre. Alors, il y a un univers où les écrivains tentent un peu de se débattre de nos jours. Ce sont les réseaux sociaux, c'est Internet. Ouais. Ça permet de charrier beaucoup d'informations et aussi beaucoup de désinformations. Est-ce que je sais que vous avez un compte Twitter. Oui, mais je ne l'utilise pas beaucoup. Assez peu. Ouais, assez peu. Est-ce que c'est un univers que vous regardez, que vous observez avec distance? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, pour moi, c'est un tourbillon. C'est un tourbillon, une tourmente. Voilà. Je préfère ne pas... D'ailleurs, je lis rarement la presse, parce que il y a des choses qui me choquent. Je ne veux pas que la désinformation me désarçonne. Pendant très longtemps, on a essayé de défigurer mon image. D'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours défiguré quelque part, disqualifié, exclu et tout. Mais la seule façon pour moi, pour rester souverain de ce que je suis en train de faire, c'est de faire abstraction de tout ce qui pourrait chahuter cette chose merveilleuse qui est en moi. Voilà, donc non, j'utilise Facebook pour annoncer mes rencontres avec mes lecteurs, parler de mes livres, de temps en temps faire réagir sur tel ou tel événement, surtout maintenant avec l'Algérie qui essaie de se réinventer des repères probants. Moi, j'essaie de l'aider, mais c'est tout. Hein. D'ailleurs, vous savez, si vous voulez être vous-même, il faut vous regarder dans une glace et non pas dans les yeux des autres. Et il y a qu'une seule personne qui peut vous mentir, c'est vous-même. C'est un peu le problème des réseaux sociaux. Oui, on expose sa vie. Les réseaux, c'est s'exposer et puis donner le bâton à ceux qui ne rêvent que de vous tabasser. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est aussi les méfaits de la technologie qui nous dépassent. Vous savez, maintenant avec l'intelligence artificielle, avec les toiles, les mouches électroniques, il y a une sorte on se fait violence toutes les fois que
que l'on se regarde dans les autres, dans le miroir des autres. Donc, non. Il faut faire attention, il faut savoir se mettre à l'abri de tout ce qui pourrait fausser l'idée saine que vous avez de vous-même. Mais c'est quand même aussi un moyen de communication et pour certains peuples et certaines générations, une manière de s'exprimer et de dire des choses, que ce soit dans le printemps arabe ou en Chine ou en Russie. On voit bien que certains se battent et disent des choses sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne peuvent pas le dire ailleurs. Oui, bien sûr, mais c'est le côté positif peut-être des réseaux sociaux, mais en même temps, n'importe qui pourrait apporter un regard lumineux sur le monde et à rattraper par les enténébrés. Vous savez, personne n'échappe. Il y a des gens qui font de l'Internet une espèce de défouloir. Et c'est un peu le miroir de tout un chacun. On est vraiment... On se découvre à soi. Donc, il y a trop de méchanceté, il y a trop d'injustice. Il y a des gens qui... Vous savez, par exemple, il y a une chanson. C'est une chanson, une simple chanson qui est faite pour nous émerveiller, pour nous divertir. Eh bien, vous trouverez toujours des gens qui vont faire ce coup-là. Donc, quoi ça sert? C'est fatigant, hein, c'est fatigant. Vous allez sur Internet et vous... Il y a des gens qui sont malades, ils sont vraiment... et moi, je les plains parce que c'est ce qui m'a fait dire un jour qu'il y a des gens, si on venait à étaler sur leurs yeux toutes les splendeurs de la terre, ils n'y verraient que leur propre laideur. Et c'est ça. Donc, quoi que vous fassiez, il y a toujours des gens qui sont contre la bonté, contre la charité, contre la générosité, contre le merveilleux. Voilà, c'est vrai que c'est assez déprimant. Vous allez sur Twitter et vous écrivez. En général, ça vous génère assez peu de likes, comme on dit. Mais si vous dites, tiens, j'ai vu ce film magnifique, allez le voir, tout de suite, vous avez des dizaines de gens qui vous disent, c'est nul, j'ai détesté. Pareil pour un livre, pareil pour une chanson, une émission de télévision. C'est la boîte de Pandore. Ça, je ne sais pas où ça va nous conduire, mais c'est aussi les méfaits de l'évolution accélérée de l'humanité. En l'espace d'un siècle, on est passé de la natte au tapis volant, on est passé du gourbi au palais féerique. Il y a une accélération qui nous dépasse. Alors, j'ai quand même envie qu'avec moi, vous partagiez des ondes positives, des choses que vous aimez en ce moment. Est-ce qu'il y a des livres que vous venez de lire ou que vous êtes en train de lire dont vous aimeriez me parler? C'est quoi votre coup de cœur récemment? Moi, j'ai eu un problème il y a 2 ans. J'ai fait une opération de la cataracte qui a été très très mal faite. Ce qui fait aujourd'hui, quand je lis, au bout de 10 minutes, j'ai la tête qui chauffe, j'ai tout le visage qui chauffe. Donc c'est un handicap, vraiment. Je lis beaucoup moins qu'avant. Pour être sincère, je reviens surtout à mes lectures russes. J'ai pour la littérature russe une vénération absolue. Donc je suis tout le temps en train de revenir sur Gogol, sur Semenov, sur Medvedev, Kuznetsov, Astravsky, je suis en train de... C'est un univers qui s'est parfaitement à mon propre imaginaire. J'ai le sentiment d'être très proche de cette littérature que d'autres littératures. Voilà, je suis bien avec le réalisme et la précision quasi chirurgicale des auteurs russes. Même Sholokov, qui est un beau salopard, il continue de m'enchanter. C'est-à-dire que c'est raccord avec l'écrivain que vous êtes, avec l'homme que vous êtes. Oui, je me reconnais beaucoup dans cette littérature. La littérature française, un peu moins? Aussi, mais moi je parle surtout de la littérature qui... dans la littérature française, il y a des auteurs qui me touchent profondément, comme Joseph Kessel, comme Giono, il y en a pas mal quand même. Mais les Russes, tous les Russes me fascinent. N'importe quel auteur russe, de Solzhenitsyn jusqu'au dernier des romans de polar, ils me fascinent. Ils ont une approche de la société, de l'individu qui est très proche de la mienne. Et vous lisez en quelle langue? En français? En français, la langue française, justement, c'est une langue
tellement généreuse et tellement hospitalière qu'elle est capable de traduire toutes les langues en restant fidèle au texte original. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on traduit du français. Moi, je suis traduit par exemple en arménien ou bien en russe ou en chinois ou je ne sais pas moi. Même ici en allemand, peut-être c'est pas la même chose. Alors que le français est traduit pleinement à n'importe quel texte dans le monde. Est-ce qu'il y a chez vous une bibliothèque avec des exemplaires de vos romans dans toutes les langues? Oui, bien sûr, parce que je les reçois. Ouais. Je les reçois, mais malheureusement, il y en a tellement que je les offre. Voilà, j'essaie. Mais il y a toutes les langues. Le russe, vous auriez aimé l'apprendre? Ah oui, moi j'aurais aimé apprendre le chinois, l'allemand. La connaissance d'une langue, c'est la connaissance d'une culture, hein, d'une mentalité, et puis d'un seul coup, ça vous rend presque citoyen de ce pays-là. Donc moi, c'est grâce à la langue française que je me sens très à l'aise dans n'importe quel pays francophone. Donc je n'ai pas besoin d'interprète, je n'ai pas besoin de bégayer ou de m'expliquer avec mes gestes. Donc c'est bien. Moi je suis très jaloux de mes amis polyglottes. Petros Markaris par exemple, l'écrivain grec, on est très amis, c'est une amitié de 20 ans. On s'est rencontrés une première fois à Gijón en 2001 et on est restés amis jusqu'à maintenant. C'est un être fabuleux et je suis très jaloux parce qu'il est polyglotte, lui. Il parle couramment 5 langues, il traduit de l'allemand au grec et du grec au... Il est fantastique. Et partout où je le rencontre, que ce soit en France, en Espagne, en Grèce ou bien en Allemagne, il devient pratiquement un local, oui. Oui. Je me sens à l'aise avec lui parce qu'il sait tout dire. Et voilà, c'est bien d'apprendre les langues. C'est apprendre la vie, les langues. Alors, et la politique dans tout ça? Moi, je vous ai vu récemment parler de M. Bouteflika à la télévision. Je sais que vous-même, vous avez tenté de vous présenter. Ouais. Est-ce que vraiment vous aviez est-ce que vous imaginiez vraiment président de l'Algérie? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, non. Mais moi, je suis allé tout simplement sur ce terrain-là pour dire aux Algériens, sortez de chez vous. Retirez votre tête du sable. Regardez, moi, je suis sur le terrain et je dis à ce régime, va-t'en. Il faut, et bien sûr à l'époque, personne ne m'écoutait parce que tout le monde avait la tête dans le sable. Mais maintenant, ça prouve que le peuple s'éveille à ses responsabilités. Donc, et moi, la politique ne m'a jamais véritablement intéressé. Moi, j'ai déjà tout un peuple autour de moi. J'ai un peuple de lecteurs qui me soutient. Et qui vous réalise à chaque livre. Oui, absolument. Et puis sans discontinuer. Oui, mais je n'ai pas de jugement. Je ne sanctionne personne. Mes erreurs sont humaines et pardonnables. C'est peut-être des erreurs d'écrivain. Mais je peux me rattraper tout de suite dans un autre livre, dans un autre chapitre, dans un autre paragraphe. Voilà, mais on reste vraiment très proche d'une certaine humilité. Alors que lorsqu'on est dans la politique, on est obligé de mentir, on est obligé de s'allier avec le diable, de vendre son âme au diable. Quelquefois, on devient même le lèche-botte des suppôts du diable. Et c'est terrifiant, quand même, c'est terrifiant. C'est une manière de se décomposer allègrement. L'homme politique, c'est un formidable personnage de roman, en fait. Non, je pense qu'il n'a pas sa place dans un roman. Parce que déjà, le roman qu'il raconte dans la vie est une débâcle. Voilà. Ouais. C'est pas... Bon, moi, j'aurais tendance à penser que... je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que justement, les compromis, les dilemmes moraux, personnels que ça implique, c'est la matière à une belle tragédie. Mais déjà, par définition, le politique, c'est l'objet de toutes les influences. Oui. Donc, il ne peut pas échapper à ça. Il est conçu par les influences extérieures. Il ne pourra jamais être lui-même. Sinon, il va se disqualifier d'office. Alors qu'un écrivain, il est une influence. Il n'est pas l'objet des influences, il est une influence. Donc il est au cœur même de cette influence, il est vrai. Il est dans la sincérité, et s'il n'est pas sincère, le lecteur le décèle tout de suite. Donc il n'a pas intérêt à tricher avec le lecteur. Un livre, ça peut... Je pose une question peut-être banale, mais on a toujours envie d'y croire. Un livre, ça peut changer le monde? Non, pas du tout. Non. Le monde ne changera jamais.
C'est nous qui changeons, qui n'arrêtons pas de changer. Ouais. Le monde obéit à sa propre logique. Il a été conçu pour être imparfait. Et l'erreur de l'humanité, c'est de vouloir tout parfaire. Alors que c'est une utopie, c'est un fantasme qui ne sera jamais un jour réalisé. Jamais, jamais. Et notre vocation à nous, c'est justement de négocier avec ces imperfections. C'est tout. Être au cœur de la tourmente et se permettre de garder son libre arbitre, d'être son sang-froid, ça, c'est la vocation de l'être humain. Ne pas se diluer dans la tourmente, ne pas faire partie intégrante de tout ce qui nous dénature, de tout ce qui nous éloigne de nous-mêmes, de tout ce qui nous rend presque... de tout ce qui nous dresse contre nous-mêmes. Vous savez, moi, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. J'ai beaucoup souffert. Mais je n'ai jamais perçu cette souffrance comme une espèce de malédiction. Mais un apprentissage de tous les jours qui me permet aujourd'hui de tenir debout au milieu de toutes les hostilités. Alors, je n'ai pas rencontré beaucoup de soutien dans ma vie, que ce soit dans ma famille ou dans l'armée, malgré ma compétence, ou dans la littérature, malgré mon talent. Je ne crois pas avoir été soutenu véritablement. Au contraire, je suis souvent jeté en pâture. Mais si je reste debout, c'est parce que tout simplement, j'ai fait de toutes mes cicatrices un beau tatouage. Ouais. Voilà. Et comme je l'ai écrit dans Dieu n'habite pas à la Havane, on m'en a fait voir de toutes les couleurs, j'en ai fait mon arc-en-ciel. C'est beau. Et c'est comme ça que les gens doivent vivre. Ouais. Il faut savoir aller vers ce qui nous émerveille, jamais vers ce qui nous détruit ou nous décompose. L'outrage fait à Sarah Iker, c'est une trilogie. Vous avez déjà tout écrit ou vous êtes encore dessus? Non, pas du tout. C'est un premier tome. C'était pas. C'est mon éditeur qui a dit trilogie, mais il y a un deuxième tome, c'est évident. Ouais. Mais je ne sais pas. C'est en fonction de la décision de mon lectorat, s'il décide de poursuivre l'aventure avec moi, parce que moi j'obéis à mon lectorat. Ouais. Donc le livre d'ailleurs, il ne marche pas bien malheureusement pour moi. Pourtant c'est un très bon livre, il est vraiment divertissant, il est fluide, aéré, il y a des rebondissements, il y a une intrigue, il y a même une philosophie de la vie, il y a une découverte d'une ville, d'une mentalité, d'une culture. J'ai tout mis dans ce livre. Mais il marche moins bien que les autres. Hein? Il marche moins bien que les précédents. Oui, moins bien que les autres, oui. Et c'est pour ça que quelquefois, si le lecteur n'est pas au rendez-vous, il faut que j'aille me réinventer ailleurs, me faire voir ailleurs. Ah oui, mais d'accord, mais moi j'ai envie de savoir ce qui va arriver au lieu de Oui, certainement, le tome 2 viendra. On l'aura, il est dans ma tête. Ouais, il est dans ma tête, seulement j'ai pas trouvé beaucoup de temps. Khalil m'a beaucoup épuisé. Oui. Voilà. Et même ce livre-là, l'outrage, avait été écrit avant Khalil. Ouais. Voilà, et il faut que je me ressource un peu. Il faut que je retourne dans mon pays. J'ai l'intention de rester 3 mois là-bas. Je vais dans le désert. Je ne sais pas. Je vais essayer de me ressourcer auprès des miens. C'est bien ça. Et alors, est-ce que je sais, vous étiez au Festival de Cannes. Oui. Alors, j'y étais moi, mais je me suis dit tiens, je vais peut-être essayer de le rencontrer, mais c'était un peu. C'était un peu chaotique, hein, donc on se voit maintenant. Vous avez présenté Les Hirondelles de Kaboul, oui. L'adaptation en film d'animation. Ouais. C'est un beau projet, c'est magnifique le résultat. Ouais, moi je félicite les réalisatrices. Ouais. Elles ont fait un travail remarquable, aussi les techniciens, enfin toute l'équipe. C'est un travail de longue haleine, hein. Ça a duré 5 ans, ce film. Et puis... j'ai été là-bas par correction, d'ailleurs, juste après la projection, je suis rentré chez moi. C'est vrai, pourquoi? Je ne sais pas, je n'avais pas le sentiment d'être à ma place dans ce faste. Voilà. Je me posais la question de savoir, voilà, justement, si vous étiez à l'aise là-dedans, dans cet univers-là. Non, c'est pas du tout. J'aimerais bien être à l'aise, mais comme je ne suis pas souvent invité, c'est comme si je débarquais dans une société qui n'est pas la mienne. Donc il faut tout s'apprend dans la vie. Tout s'apprend dans la vie. Moi, j'aime le cinéma, j'adore les acteurs. Pour moi, vous avez travaillé avec Rachid Bouchareb, c'est un univers que vous connaissez. Oui. Ouais. J'ai même travaillé avec beaucoup de gens, de producteurs, même si les projets n'ont pas abouti, mais j'ai travaillé aussi sur des séries monumentales. Hein, et voilà, j'aime le cinéma et je trouve que le cinéma et la musique et la littérature, et enfin les arts en général,
sans cette éclaircie qui nous venge de la grisaille de tous les jours. Ok. Yasmina, merci beaucoup. C'est moi. Et puis on se reparlera pour un autre roman. J'espère. Je vous souhaite un bon séjour en Algérie. Alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. N'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous y abonner sur votre plateforme préférée. D'ici là, à bientôt et bonne lecture.